qui nous apparaît être, nous, sans être trop paranoïaque, une espèce de dictature, effectivement, une dictature très perverse et très moderne, qui a été d'ailleurs décrite par les gens qui produisent de la fiction, qui est une dictature en fait qui se fait au nom de la liberté et de l'égalité, qui nous est expliquée par des hôtesses, des jeunes femmes en tenue courte, et souvent en plus avec des humoristes. Hein. C'est pour ça que c'est assez subtil et assez difficile à déceler, c'est ce qu'on appelle l'opération Charlie. Hein. Voilà, où on nous explique qu'au nom de la liberté, de l'égalité et du droit au blasphème, effectivement, il faut mettre en place la loi du renseignement, là, c'est-à-dire aller progressivement vers un système, un État policier et totalitaire. Mais un État policier, effectivement, avec des jeux télé, du football, des comiques, pas drôles, mais quand même très très présents. Et là, justement, dans cette lecture-là, pour ceux qui s'intéressent à ce que je raconte depuis des années, je vous avais dit que le combat deviendrait très très difficile le jour où un brave Français serait décapité sur le territoire français par un islamiste. J'avais prévu à l'époque que ça serait une vidéo sur YouTube d'un retraité en pavillon qui serait décapité en temps réel par un djihadiste. Il suffit de mettre sur YouTube 2 vidéos comme on a bien vu en Tchétchénie, sur le Kosovo, etc., où on voit un jeune resalafisé de banlieue avec un couteau de cuisine égorger un Gaulois de base sur YouTube. Et moi, j'ai plus qu'à aller me cacher. Hein. Je veux dire, la réconciliation nationale, plus personne en veut. C'est à peu près ce qui s'est passé avec l'affaire d'hier, vous voyez. C'est-à-dire qu'on y est. Hein. Ça va devenir très très compliqué hein, de maintenir la ligne réconciliation nationale dans ce climat-là. Et j'avais expliqué il y a des années que la seule solution pour les Français musulmans d'origine maghrébine était de déclarer, je dirais, préventivement leur amour de la France et leur patriotisme, parce que la position, je dirais, un peu dure de quant à soi sur le foulard, etc., ça deviendrait très très intenable dans les années à venir. Je crois qu'on y est maintenant et que ça justifie la proposition stratégique que je faisais, qui était vraiment une proposition stratégique. Ça devait être de plus en plus dur dans les temps à venir d'être un Français d'origine immigrée, souvent populaire. Hein. Je ne parle pas des Saoudiens de Neuilly, hein. Eux, ça se passera toujours bien pour eux. Et surtout ceux qui veulent vivre leur foi honnêtement, ça va devenir de plus en plus dur pour eux. Hein. Et j'annonce depuis des années, puisque le premier texte que j'ai écrit là-dessus s'appelait « Ce que cache le foulard » et date de 2003. Voilà, donc ça fait 12 ans que je répète la même chose. Mais ce qui n'empêche pas, ça ne m'empêche pas de me faire régulièrement insulter. Mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. Il y a plusieurs choses qui sont passées aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, hier, il y a ce premier décapité français par un djihadiste étrange, père de famille qui allait bosser avec 3 enfants, fait des profils très très étranges, assez incompréhensibles. En même temps, il y a eu l'attentat contre les touristes en Tunisie. Il y a eu en même temps au Koweït un attentat avec le même nombre de morts, hein, c'est 27, 30, dans une mosquée chiite au Koweït. Donc on voit vraiment qu'il y a des caps qui sont passés. Et d'autres choses sont arrivées en même temps qu'on ne pourrait pas lier a priori, mais moi que je lis par mon analyse globale. Vous remarquerez qu'il est passé une loi en douce qui est rentrée en vigueur, je crois, aujourd'hui, qu'aujourd'hui vous n'avez plus le droit de payer en liquide plus de 1 000 €, alors qu'avant c'était 3 000. C'est-à-dire que plus la situation se tend, plus l'argent en papier, bon je parle même pas de l'or, hein, mais l'argent physique tend à disparaître pour ne vous laisser plus le choix que de l'argent magnétique. Ce qui veut bien dire qu'à un moment donné, vous dépendez totalement du système bancaire virtuel unifié et qu'on peut par exemple pour des raisons éthiques vous interdire de fonctionner socialement en vous coupant votre carte bleue, ce qui nous est arrivé à nous déjà. Hein. Par exemple là, on a Réconciliation nationale a été validée comme parti politique, le mandataire financier a été accepté, mais on n'a pas de compte en banque. La banque postale nous a refusé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner à cause de ça. Et il faut savoir que les banques peuvent vous refuser pour raison éthique, c'est-à-dire sans aucune justification. Vous voyez, on est déjà là-dedans, c'est-à-dire la dictature par le système unifié de l'argent virtuel. Ça ressemble beaucoup à ce qui est dit dans l'Apocalypse de Jean. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre aussi? Il y a eu aussi le vote aux États-Unis qui reconnaît pour la totalité du territoire américain le mariage gay. Vous voyez, tout ça fonctionne ensemble à mon avis. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où il va devenir de plus en plus dur d'être un homme de foi, que ce soit d'ailleurs musulman ou catholique en France, être fier
de se faire enculer va devenir quelque chose de plus institutionnalisé. Symboliquement, ça veut dire quelque chose. Hein. Il va devenir de plus en plus difficile de fonctionner avec son propre argent dans les poches. Vous voyez, tout ça s'additionne. Et ça donne le contexte. J'ai eu beaucoup de mal à accéder physiquement au théâtre de la Main d'Or aujourd'hui, parce qu'il y avait une manif dans Paris gay, là. C'est la Gay Pride, je sais pas quoi. Oui. Et j'ai eu beaucoup de mal à accéder au théâtre de la Main d'Or, c'est-à-dire qu'on bloque entièrement le centre de Paris un samedi après-midi pour que les enculés puissent défiler pour dire qu'on fait le temps. Je précise que je n'ai rien contre, mais j'ai toujours dit que ce n'était pas une activité sociale, mais une activité de loisir, et donc une activité privée. Et que ça ne donnait normalement devait pas donner lieu à des débordements militants et politiques dans l'espace public. Ça a toujours été mon analyse. Voilà. Donc tout ça forme un contexte global qui nous donne les raisons de ne pas être très Charlie, hein, voilà, et qui justifie effectivement notre petite opération d'aujourd'hui. Donc vous êtes tous des héros aujourd'hui de l'histoire, vous le savez, hein, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, on pourrait dire on y était, mais malheureusement, même si nous avons, à mon avis, assez conscience d'être du côté du bien et du vrai, nous sommes quand même face à un système ultra puissant, très, très minoritaire. Hein, voilà, donc que va-t-il en être demain, c'est la grosse question. Je vous annonce que Complément d'enquête et Envoyé spécial prépare une grosse émission, notamment sur moi, où ils questionnent des gens dans tous les sens. Et donc, ce qui veut dire que à la rentrée, il va y avoir une très grosse offensive sur ce que je représente. Je ne sais pas si sans doute Dieudonné aussi. Et donc va s'accélérer, à mon avis, la chasse aux sorcières et la persécution des résistants. Ça va avec toutes les peines des condamnations que je subis en ce moment pour des sommes de plus en plus importantes, avec, on en avait parlé avec Dieudonné, des jours amendes, c'est-à-dire en fait de la prison ferme. Il est très possible que ça se durcisse beaucoup pour moi Dieudonné à partir de septembre, et que nous passions par la case prison ferme assez rapidement. Voilà. Donc tout ça, c'est toutes ces raisons pour prendre conscience de ce qui se cache derrière Charlie, ou le vrai visage de Charlie. Voilà, je pense que j'en ai assez dit. À Dieudonné. Alors, je ne suis pas Charlie non plus, évidemment, vous le savez, d'ailleurs très rapidement, je l'avais précisé, là, ces derniers temps, la tension monte, les gens ont besoin de rire, je le vois un peu partout en France, même si je suis censuré un peu partout, là, la pression, elle vient pour moi de mon ministre de tutelle, Fleur Pellerin, qui a été convoqué par M. Kuckerman, et il lui a dit bon, on va tout faire l'année prochaine pour que quand même toute personne qui a été condamnée ne puisse pas se monter sur scène. Enfin, il cherche. Donc effectivement, elle a raison. Je pense que les mois qui vont venir vont être des mois difficiles. La prison, qui est d'ailleurs, je pense, plus ou moins programmée. Il faut qu'on s'y prépare. Hein. Ça fait partie du jeu. C'est pas, quand on est père de famille, c'est pas quelque chose qu'on envisage comme ça facilement. Mais je pense que ça fait partie aussi de la construction de ce que nous sommes en train de faire. Et il faut l'assumer. Il le disait, Alain, ça prend des proportions absolument incroyables. Il parlait là aujourd'hui de mariage pour tous et tout ça. Les gens ne sont pas préparés. C'est vrai qu'on nous accompagne, c'est trop brutal. C'est ce que je dis toujours. Avec Conchita Wurst, là déjà ça avait commencé. Il devrait accompagner les gens un peu plus. Moi j'ai mon fils qui était devant la télé, il m'a dit qu'est-ce que c'est que ce truc, papa? J'ai dit c'est Conchita, c'est la démocratie. J'ai essayé de lui expliquer. Les gens ont voté, on est en démocratie, le système politique le plus évolué. Et donc, mais il ne comprenait pas. Il m'a vraiment demandé, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, et c'est un homme? J'ai dit, je ne sais pas. C'est une femme? C'est un homme, c'est une femme, il y a du castor, il y a tout dedans. Et je lui ai expliqué à mon fils que c'était l'époque. C'était l'époque et que c'était son époque. Moi, quand j'étais petit, à la télé, il y avait la petite maison dans la prairie. Je lui ai dit, je me suis construit sur ce genre de schéma. Toi, tu vas te construire avec Conchita. Donc sur scène, j'imagine d'ailleurs
une émission en 2050, quand il sera plus grand, quand il aura mon âge, sur le service public, qui s'appelle une émission toute nouvelle du service public, fous-moi tout ce que t'as dans le cul. Je développe là-dessus. Parce qu'il faut rigoler, mais c'est très grave, la situation est extrêmement tendue, ne vous y trompez pas. Moi j'ai pris mon bâton de pèlerin de l'humour. Alors c'est sûr qu'avec ce qui s'est passé hier, en plus de ça, je ne sais pas ce qui va nous arriver, le lien qu'ils vont tenter de faire entre nous et ces gens-là. J'espère qu'encore une fois que l'homme qui a décapité son patron là, n'a pas un DVD de moi. Je vois tout à fait le truc, voilà, ou un bouquin d'Alain. Ça serait la mauvaise blague. Je vous ai posé ça, c'est un petit coffret cadeau. Et alors, sur l'affaire Charlie, évidemment, j'ai été l'un des premiers. Bon, moi je connaissais, j'avais écrit un livre avec Tinius, qui est l'une des personnes qui a été assassinée ce jour-là. Et donc, bon, j'avais manifesté, j'avais envoyé des messages à sa famille, à ses proches. Et puis il y avait eu cette marche, puis tout de suite, très vite, un arrière-goût de pisse fort m'était remonté au naso. Et donc j'ai sorti cette théopnostie, hein, cette petite phrase « Je me sens Charlie Coulibaly ». Et donc ils sont venus me chercher chez moi à 6h du matin. Merde, par terre, merde, qu'est-ce qui se passe? Un truc que j'ai, bon, évidemment, j'ai demandé qu'est-ce que j'avais fait. Il m'a dit apologie d'actes de terrorisme, videz vos poches, enlevez vos lacets. Bon. J'arrive au commissariat, bon, j'étais très étonné d'être là, mon avocat est arrivé un petit peu en retard, et puis finalement commence l'audition. Et je demande évidemment au flic qui était devant moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, on est venu vous chercher, je vous cache pas que ça vient d'en haut. J'imagine bien. Parce que j'ai rien fait, donc dites-moi. Alors il me dit, apparemment il y a apologie d'actes de terrorisme. Vous auriez dit ça sur un tweet, enfin, sur un message Facebook. Alors je lui dis, en quoi, expliquez-moi, l'apologie d'actes de terrorisme est caractérisée dans « Je me sens Charlie Coulibaly ». Et il me dit, c'est à vous de me le dire. Ce que je suis en train de vous dire, vous rigolez, mais c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'homme m'a convoqué pour répondre à une question, et il m'accuse de quelque chose qu'il n'arrive même pas, lui, à caractériser dans ce qu'il voit. Donc, j'ai dit, je me sens. J'ai dit, est-ce que j'ai le droit de me sentir ce que je veux, déjà? Il dit, il faut que j'en parle à la hiérarchie. Donc il a quitté le bureau, il est monté en haut. Mon avocat me dit, mais réponds plus à rien, ça sert à rien, ça n'a aucun sens. Il redescend. Il me dit, écoutez, il faut que vous vous expliquiez. Je dis, mais vous n'arrivez pas, vous, à me parler. Donc dites-moi exactement ce que vous voulez entendre de moi. Que je suis pour le terrorisme? Non, au contraire, je vous explique. Là, il y a, et c'est là où je lui explique, j'ai été inspiré par cette phrase parce que au moment où tout le monde marche, il y avait cette marche de va-t-en-guerre. Ouais, je suis Charlie, on va les buter. J'ai dit, n'oubliez pas que nous sommes, et que Coulibaly et Charlie sont aujourd'hui dans les bras du Créateur, et qu'il leur souffle à l'oreille, aimez-vous les uns les autres, pour ceux qui ont cette tradition. Et donc je dis, se sentir Charlie Coulibaly, c'est quelque chose de très positif, et au contraire de très pacifiste. Puis il m'a dit, écoutez, on va transférer votre dossier au parquet, parce qu'on n'y comprend plus rien. Et j'ai quand même été condamné à 2 mois de prison avec sursis, donc on est en appel. Donc là, de toute façon, il faut savoir que la justice en France, c'était le dernier pilier de ce que pouvait être ce système de séparation des pouvoirs. On est arrivé aujourd'hui, la justice est vraiment gangrénée. D'ailleurs, il y a les stages. Vous savez que moi et Alain, on était sur le mur des cons du syndicat de la magistrature. Donc à chaque fois que je croise un magistrat, François d'Angléan me dit, il faut les récuser. On ne sait pas, ils sont peut-être au syndicat de la magistrature. Donc je leur demande, vous êtes au syndicat de la magistrature? Et pourquoi vous me... Parce que
je suis un con d'entrée de jeu, donc je voudrais quand même être jugé de manière objective. Et il me dit non, rentrez chez vous. Et pareil, de la même façon, si vous voulez, on s'aperçoit, là je l'ai vu encore à Nice, bon, la justice, c'était voilà, la dernière institution qui était encore un petit peu en résistance et qui, je pense, a cédé à la pression sioniste. D'ailleurs, ils font un stage, je crois, tous les juges de la 17e. Ils partent en Israël, ils ont des cours de la Shoah qui leur sont donnés. La messe est dite. La quenelle de Berlin a été aussi un moment, un temps fort. Hein. Et dommage que vous n'étiez pas là. C'était un spectacle extraordinaire. Hein. C'était une parodie de justice. Alain a été condamné, donc la quenelle la plus chère de l'histoire, 31 000 et 24 €, parce que j'ai vu que c'est ce qui va être marqué. En première instance. En première instance, ça risque d'être. Ouais. Donc là, on est dans une justice qui devient, et là je dirais que je suis plus à l'aise, c'est un spectacle comique. Hein. La dernière fois, donc j'étais partie civile sur le procès d'Alain, parce que je trouvais que c'était une position qui était plus intéressante. On attaquait la quenelle, et on disait que la quenelle était un salut nazi inversé. Bon, donc je suis venu expliquer, c'est moi le créateur de la quenelle. Il n'a jamais été question de salut nazi inversé, signifiant la sodomisation des victimes de la Shoah. J'ai dit ça ne peut sortir que d'un cerveau malade. Je dis moi, personnellement, j'ai expliqué, ça a commencé avec un spectacle 1905 ou dépôt de bilan, je ne sais plus, où je dis c'était un dauphin qui faisait quenelle dans le fion de l'espèce humaine. Et, bon. Et donc ils m'ont écouté, j'ai expliqué ensuite que c'était l'émancipation, parce que des esclaves des champs qui partaient, et c'est un signe qui dit stop, et puis j'ai montré aussi que ça pouvait être la croix du Christ, si on voulait. Là, il dit non, ça on ne veut pas. Comme vous voulez, je dis, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une grande partie des gens qui l'ont fait. Ce sont beaucoup au départ des artistes afro-européens, plus ou moins descendants d'esclaves ou de colonisés. Tous ceux qui ont fait la quenelle, Teddy Riner, Tony Parker, et plein d'autres, Mamadou Sakho. Et la pression qui a été mise sur ces gens-là, à un moment donné, c'était devenu... c'est-à-dire le patron de la NBA qui appelle Tony Parker au téléphone. Parker? What is a canal? Non. Ah non. Et d'ailleurs, oui, voilà, le patron de la NBA qui, évidemment, n'est pas afro-américain. Là, on voit bien que le plan, le projet est vraiment de nous pousser à nous entretuer. On l'a vu à Charleston avec ces gens qui priaient et qui se sont fait assassiner, mais partout de là maintenant sur les plages. On voit bien que ceux qui orchestrent la guerre sont à la manœuvre. Là, ils n'ont jamais été autant. Et donc, ce qu'on a proposé déjà, en fait, ce qu'on a proposé déjà depuis une dizaine d'années maintenant avec Alain, l'idée de réconciliation, moi, ça m'apparaît de plus en plus évident que c'est le chemin qu'il faut emprunter. Il est difficile, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a encore des gens qui viennent me dire quand même, il a serré la main de Jean-Marie Le Pen. On en est, et ça a été pareil, je pense, pour Alain. Je dis, oui, mais quand même, vous avez des phrases sur les Arabes, les Noirs. C'est-à-dire, on est toujours dans cette... ils sont en train d'ethniciser le débat. Ce sont les mêmes qui ont organisé la traite des Noirs, qui aujourd'hui colonisent la France. Ce sont toujours les mêmes. Et à chaque fois, on est quand même très étonné de voir que le peuple a une dimension de mouton qui fait que... on l'a vu avec Je suis Charlie, tout le monde dans la rue, ils étaient hystériques. Moi, je suis condamné pour ça, par rapport à l'hystérie, à l'émotion incroyable. Ils créent des événements émotionnels, et derrière, en plus de ça, ils remontent dans les sondages. À qui profite le crime Charlie aujourd'hui? François Hollande, ça l'a bien aidé, évidemment. Hein. Charlie Hebdo, qui aujourd'hui, ouais, ils ont récupéré de l'argent. Ouais. Donc, on est face à des gens qui nous créent des événements
extraordinaires et qui derrière les gèrent avec beaucoup de vulgarité mais beaucoup d'efficacité. Là j'ai vu la petite phrase de Poutine sur la Lune, là, sur la marche sur la Lune, extraordinaire. À partir du moment où les hommes sur cette planète vont comprendre que jamais les Américains n'ont foutu les pieds sur la Lune, je pense que les gens vont dire ah bon, mais s'ils ont dit ça peut-être Poutine a lancé 2 petites menaces là, parce qu'en ce moment les mondialistes essayent de le déstabiliser. Il a menacé effectivement de s'intéresser sérieusement à la réalité des missions Apollo et aussi de déclassifier les archives des camps, puisque c'est les Russes qui ont libéré les camps. Voilà. Pour ceux qui comprennent. Enfin voilà, ces moments, on les vit ensemble, on est contemporain d'une époque de fous. Donc se mobiliser, se rassembler, c'est très difficile. On nous reproche parfois aussi notre indépendance économique en disant quand même, Alain, Dieu nous, vous faites du fric. C'est marrant parce qu'en plus de ça, par rapport à ceux qui nous dirigent, on n'est pas encore au niveau. Mais ce que je remarque, c'est que c'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui, c'est d'avoir réfléchi à cette indépendance économique très tôt. Dans le camp d'en face, ils y ont réfléchi très sérieusement, puisque vous regardez que les condamnations à la 17e, hein, c'est du droit de la presse. Avant, les condamnations moyennes pour le droit de la presse, d'ailleurs on aurait été relaxé systématiquement sur ce pourquoi ils nous envoient aujourd'hui au tribunal, c'était 2-3 000 euros. Hein. J'ai été condamné pour 2 000 euros en première instance, c'est 3 000. Aujourd'hui, c'est 30 000. Lui, c'est 130 000. Vous voyez, ça devient on habitue les gens à des sommes délirantes. Hein, à la 17e, je présente tout ça, il y a le droit de la presse, hein, c'est des phrases, des choses comme ça. Il n'y a pas de meurtre, ni d'appel au meurtre, ni de quoi que ce soit. Et c'est des sommes astronomiques qui, d'ailleurs, on voit bien qu'ils étudient la manière dont on fonctionne et qu'ils apportent des réponses au coup par coup. Parce que quand ils voient qu'on arrive à mettre en place une économie, on va dire, indépendante qui nous permet d'exister, ils essaient de la tuer. Nous, on a aujourd'hui plusieurs procès sur la maison d'édition, la contre-culture. Au début, c'était sur signalement de la LICRA, on a perdu, puis gagné au fond, débouté de l'appel pour vice au niveau de l'écriture, enfin des trucs très louches. Et maintenant, c'est directement sur signalement du CRIF. On a gagné sur le fond et il recommence au pénal. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée, c'est que même si vous gagnez, il rejoue le match jusqu'à ce que vous le perdiez. C'est-à-dire qu'en mettant de plus en plus la pression sur l'institution judiciaire, c'est-à-dire que même de temps en temps, quand il y a un juge courageux, lui ose rendre un jugement selon la loi, mais de toute façon, ils arrivent à revenir derrière et à refaire juger la chose déjà jugée. On est sorti totalement du droit. Hein. Moi, au procès Aziza a fait témoigner son fils. Alors que la première chose qu'on vous demande quand vous êtes témoin, c'est si vous avez un lien de famille avec la personne. Et on vous fait prêter serment. Lui, il a pu parler une demi-heure sans prêter serment et en tant que fils de mon accusateur. On est sorti totalement du droit. Hein, c'est vraiment la dictature. Et une chose aussi intéressante, c'est maintenant qu'il y a une police de l'humour en France qui s'est mise réellement en place. C'est-à-dire que moi, je suis réellement convoqué pour des commentaires sur mon Facebook privé, où je m'amuse à mettre des commentaires d'actualité. Et maintenant, sur signalement de la LICRA, je suis convoqué par des policiers, comme toi d'ailleurs, hein, ils sont en général 4, et ils me demandent des comptes sur des commentaires sur Facebook. Vous voyez, vous auriez écrit ça. Hein, par exemple, si je mets la prochaine fois, il y en aura, je suis convoqué à la police pour dire, il y en aura de quoi. Pour voir si je dois être déféré au parquet ou pas. Vous voyez, c'est une enquête préliminaire. C'est-à-dire qu'il y a des policiers, ils sont plusieurs en plus, hein, ils sont pas un, quand on voit comment ça se passe en France, on a besoin de policiers, où en est l'institution judiciaire et la police en France, hein, c'est une catastrophe, même comparé aux autres pays d'Europe, hein, on est sans doute un des pays les plus catastrophiques à ce niveau-là. Pour ce qui est assez, les types, en fait, on leur fait passer des heures et des heures de travail avec des dossiers comme ça pour réfléchir si ils doivent transmettre des commentaires ou des trucs de tweets et des trucs comme ça, vous voyez. Et en fait, la question, c'est vous avez fait de l'humour sur tel ou tel sujet, est-ce que vous allez au tribunal ou pas, vous voyez. En fait, si on nous racontait ça sur la Corée du Nord,
Vous direz, bon, bah oui, c'est la Corée du Nord. Mais en fait, ça se passe en France aujourd'hui. Rappelez-vous, pays des droits de l'homme et de Voltaire. Hein, voilà. Et au moment où Charlie nous a dit qu'il était impératif d'être blasphémateur pour affirmer notre liberté, notamment sur le catholicisme et l'islam, j'insiste bien, hein, c'est toujours ces deux religions-là. Il y a l'obligation d'être blasphémateur sur ce genre de sujet, qui sont quand même des systèmes de valeurs qui fédèrent plus d'1 milliard d'individus chacun, hein, 2 milliards d'individus. Il y a par contre blasphème systématique dès qu'on plaisante un peu, notamment j'ai fait ça le 1er septembre 2012 devant un bloc de béton à Berlin, et ça effectivement c'est condamnation aggravée pour blasphème. Donc on voit vraiment, c'est des mécanismes qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a désacralisation de tout ce qui est sacré dans les sociétés pérennes et traditionnelles, hein, et destruction de ce qu'on appelle la loi naturelle, et par contre sacralisation de choses totalement aberrantes, qui peut être par exemple la sodomie, et puis aussi, comment dirais-je, une certaine minorité qui se revendique par le sang et Dieu, mais qui a en charge en France l'antiracisme, alors que c'est la seule communauté qui se définit racialement, si vous comprenez bien qu'on est face à des contradictions maximales. Hein. Et chaque fois que je dis ça, je me fais traiter de ce mot, effectivement, qui vaut excommunication, hein, c'est à peu près ça. Alors qu'il y a quand même un problème de réflexion à avoir. Hein. Comment se fait-il que les seuls qui se définissent par Dieu et la race, puisque ça doit se transmettre, leur qualité supérieure doit se transmettre par le sang de la mère, pour être sûr que le sang est pur, que ce n'est pas celui du facteur ou du plombier, ça veut dire quelque chose. Hein. Ce sont ces gens-là qui traitent les autres de racistes, ou qui ont en charge de la lutte contre le racisme, alors que les autres ne sont en fait, comme le disait même M. Finkielkraut, des antiracistes conséquents. Hein. Voilà. Donc on est vraiment, comme il est dit dans l'eschatologie religieuse qui traite des périodes où on approche de la fin de l'histoire, dans un monde de valeurs totalement inversées. Hein. C'est ce que vous pouvez vérifier sur tous les sujets. Malheureusement, ce qui fait un peu peur, c'est qu'on y est. C'est-à-dire que c'est à la fois intéressant d'un point de vue intellectuel et même spirituel, mais en même temps, on le vit aujourd'hui, et ça devient dangereux, notamment pour moi et Dieudonné, pour vous aussi peut-être si vous êtes là aujourd'hui. Et on se dit, voilà, on est en train de s'approcher effectivement de l'Armageddon, réellement. Et on voit comment ça se met en place tous les jours, et comment ça se met en place matériellement, hein, par les infos, la banque, etc. Et c'est très passionnant à vivre, et en même temps très inquiétant et très déroutant. Des fois, moi je me pince pour savoir si c'est vrai tout ça, parce que ça ressemble tellement à tout ce que j'ai annoncé, mais en espérant tellement que ce que j'avais annoncé n'arriverait pas, que des fois je suis partagé entre la fierté d'avoir compris ce qui allait se passer, et l'inquiétude de me dire si j'ai bien compris, je sais jusqu'où ça va aller. Et là, ça me fait encore beaucoup plus peur. Voilà. Moi, je reviens sur ce que disait Alain. C'est vrai que c'est étonnant. Le procès de la quenelle de Berlin, et pour ça, a été vraiment très instructif. À un moment donné, donc, il y avait des déportés qui étaient là, des gens qui avaient été déportés visiblement dans des camps de concentration en Pologne, pardon. Et donc ils venaient pour dire que toute leur émotion par rapport à la quenelle de Berlin. Bon, ils ne connaissaient même pas la quenelle, ils ne savaient pas ce que c'était. On leur a posé la question. Vous savez ce que c'est une quenelle? Mais lui, non, il faut pas. Alors, donc on a compris qu'ils étaient complètement pilotés en plus. C'était. Ils avaient plus de 90 ans. Ils avaient 90 ans, et puis on voit à quel point, si vous voulez, tout ça est orchestré, mis en scène, et c'est d'une très très grande vulgarité. Alors je m'adresse à un moment donné, puisque j'étais partie civile, j'avais le droit de poser des questions au témoin, et donc je lui pose la question parce que je lui explique que c'est moi qui ai créé la quenelle, que c'est un geste humoristique, et je lui demande est-ce que Hitler, puisqu'elle a dit que c'était Hitler, c'était un geste hitlérien, est-ce que Hitler, je lui dis, était-il un humoriste pour vous, madame? Donc elle était là, heureusement, elle n'a pas tombé dans les pommes, mais je pense qu'elle a déjà eu un procès, et donc, bon, la juge lui fait dire qu'effectivement Hitler n'était pas un humoriste, et puis je lui dis, en soutien à Alain, moi j'avais fait une quenelle devant le mémorial de l'abolition de l'esclavage. Et je lui pose la question, je lui dis, trouvez-vous normal que Alain soit là et que moi je ne sois pas là, à côté de ses côtés? Donc elle a bafouillé un peu et elle m'a dit, mais je suis sensible au génocide des Noirs et tout ça, mais c'est différent. Parce que vous étiez des marchandises. Elle a dit ça.
C'était terrible, j'étais... Elle n'a pas compris ce qu'elle disait. Non, elle ne comprenait pas. C'était pas une provocation dans son esprit. En fait, c'était l'expression de sa croyance profonde qu'il n'y a d'humain que les élus. Et évidemment, bon, elle m'accueillit parce que elle le disait, tout le monde acceptait complètement cette réponse. Et puis, j'aurais pu poursuivre évidemment la conversation avec elle, notamment en lui expliquant que le plus gros esclavagiste béquet de Martinique, qui possède encore toute la Martinique, s'appelle Ayotte. Ayotte, donc il est arrivé à la Martinique au XVIIe siècle, c'est un juif hollandais. Juif, je sais pas rien, c'est l'histoire. J'aurais préféré qu'il soit chrétien ou musulman, hein, pour éviter d'avoir des problèmes avec le gouvernement, mais non, il est juif. Même les juifs, ils disent il est trop juif. Et là, ce Ayotte, il faut savoir, ils ont traversé toutes les époques sans aucun problème. Ils sont copains, ils financent la droite, la gauche, ils ont même créé la première association antiraciste de Martinique. Plus c'est gros, plus ça marche, il faut bien le comprendre. Contrairement à son homologue nazi, la famille Ayotte a mieux géré l'après-génocide. Plus malin, plus souple. Je suis là, je suis pas là. Merde. Il est où Ayotte? Et oui, mon portefeuille. Ah, ça c'est pas correct. Donc, pour ces deux phrases que je viens de vous dire, que je joue dans mon spectacle, la phrase sur la famille Ayotte, je suis convoqué par le procureur de la République de Paris pour répondre d'antisémitisme. Ça va être un moment très important et très intéressant parce que, voilà, là on arrive au cœur du sujet. Pour moi, j'aurais la famille Ayotte devant moi. Et la phrase, c'est « Contrairement à son homologue nazi, la famille Ayotte a mieux géré l'après-génocide. » Je voudrais savoir comment on va me condamner. Ils vont me condamner pour antisémitisme pour ça, mais ne serait-ce que par respect pour tous ceux qui se sont battus, qui se sont enfuis, tous ceux qui ont été fouettés par ces ordures de Ayotte, violés pour la plupart des femmes. Ben, au moins, cette condamnation va résonner en moi, mais très positivement. En tout cas, voilà l'état dans lequel se trouve le pays. Et c'est très important, et je pense que ce procès Ayotte, quand même, parce que la Martinique, c'est quand même une poudrière, quand même, parce que, historiquement, si vous voulez, bon, il s'est passé des choses là-bas. Moi, je suis contre cette compétition victimaire ou cette culpabilisation. Pour qu'il y ait des esclaves, des esclavagistes, il fallait aussi des esclaves, et réciproquement. Mais en tout cas, je suis contre cette foutaise des devoirs de mémoire, de tout ça. Le seul devoir de mémoire, quand on est sincère, c'est le silence, le recueillement, les larmes, éventuellement, la prière. Bon. Et donc je ne m'inscris pas du tout dans cette compétition. Mais en tout cas, ça va être très intéressant, ce procès, parce que ça va être l'occasion d'être face à une famille de béquets, hein, donc de béquets, de descendants d'esclavagistes juifs, qui étaient les plus nombreux, il faut savoir, en Amérique du Nord et aux Antilles. Et ça, c'est une réalité qu'a abordée là, récemment une chanteuse, Joëlle Ursule. C'était les Juifs, c'était eux qui s'occupaient de l'esclavage, c'était eux, c'était à eux. Je suis désolé, c'était à eux. Elle a eu le courage, bon, je pense, peut-être fin de carrière, peut-être, je sais pas, des fois les gens ils se lâchent. Et elle a dit... C'est mauvais signe, parce que si on regarde l'histoire, ceux qui osent se lâcher, en général, c'est qu'ils ont un cancer en phase terminale. Et souvent, on se rappelle de Raymond Barre, de Mitterrand. Le lobby juif, pas seulement en ce qui me concerne, est capable de monter des opérations qui sont indignes. Et je tiens à le dire publiquement. C'est l'entretien de la haine. Et ce n'est pas la haine qui doit gouverner la France. Soit ils étaient près de la fin, ou alors de Gaulle, sa fin est arrivée rapidement après. Voilà, en général, c'est ceux qui osent se lâcher, souvent c'est qu'ils n'ont plus rien à perdre. Voilà. Et en fait, ça arrive très très souvent. Hein. Quand on regarde les mémoires de chacun, on voit que vers la fin, ils ont balancé leurs petites phrases pour se faire pardonner eux-mêmes avant de se retrouver devant leur créateur, des années d'humiliation, de soumission et de demi-mensonge. Mais c'est vrai.
Mais c'est bien que ça se fasse quand même. On l'a vu avec Raymond Barre et tout ça, qu'à un moment donné, les gens parlent, et notamment sur cette histoire des béquets, très copains évidemment avec les grands pouvoirs, avec la franc-maçonnerie aussi en France. C'est étonnant que les francs-maçons qui se revendiquent parents des droits de l'homme étaient aussi très présents chez les esclavagistes. Hein. Ils étaient, la plupart d'ailleurs, étaient très puissants. Et toute cette hypocrisie, tout ce cynisme, là encore une fois, c'est pas pour stigmatiser ni les francs-maçons, mais c'est simplement pour avoir accès à la vérité historique. Et je pense que les Noirs des Antilles ont un droit à leur histoire, mais on leur refuse. Et là, j'ai vu sur ce sujet d'ailleurs la ministre de l'Outre-mer qui a repris, donc qui est d'origine antillaise, Paul Angevin, qui a répondu à la chanteuse Joëlle Ursule en lui disant vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous pouvez pas, parce que nous, on est venu nous chercher pour travailler. Voilà, qu'est-ce que je vous dis, c'est merveilleux. Elle est descendante elle-même d'esclaves. Ils ont réussi un lavage de cerveau qui va tellement loin que l'indignité, si vous voulez, est vécue au quotidien comme une normalité. Et la dignité, c'est ce qu'on essaye de défendre, je pense. Ça sera peut-être pas, c'est peut-être un combat perdu d'avance, c'est possible. Je ne le pense pas, même si de notre vivant, je ne sais pas si on verra la fin de cette histoire. Mais en tout cas, je crois que c'est très important que nous soyons rassemblés autour d'une chose qui est essentielle pour un homme, c'est la dignité. Voilà. Et puis sur la question de gagner ou de perdre, je crois que l'enjeu est ailleurs. C'est qu'il faut absolument qu'à chaque génération, il y ait quelques personnes qui perpétuent l'idée de la dignité, du courage ou de l'opposition. Parce que si la chaîne est rompue, elle peut très bien être rompue définitivement. Hein. Donc l'idée, c'est pas de gagner ou de perdre, c'est de témoigner, de maintenir la petite flamme allumée, de dire, voilà, il reste cette petite flamme de la résistance, on va dire, hein, ne s'éteint pas. Voilà. Donc je pense que, et effectivement, on aura droit de toute façon à ce qu'on appelle la victoire posthume. Je pense que c'est une question de temps. Comme je crois qu'il y a quand même des fondamentaux sur la morale, la logique, l'histoire, etc. Je pense qu'on n'a pas de doute, nous et sans doute vous, d'être à peu près dans le vrai, hein, même si parfois on peut se tromper un peu. Et forcément, avec le temps, quand les enjeux immédiats disparaissent et quand il y a le recul, ça finit par gagner. Alors ça finit toujours par gagner trop tard, évidemment, mais quand même. Et je crois que de ce point de vue-là, le boulot que Dieudonné a fait, que j'ai fait aussi, que d'autres ont fait, bien évidemment, hein, qu'on ne va pas tous citer, mais on n'est pas seul, qu'on a fait entre les années 2000 et aujourd'hui, ça restera comme la petite insoumission réelle à un pouvoir de plus en plus dur pour les générations d'après, pour nos enfants, etc. Donc c'est aussi comme ça qu'il faut réfléchir. Hein. La victoire immédiate, on l'aura pas, on verra peut-être même pas l'épilogue de ce qui se joue en ce moment, mais en tout cas, il restera des traces, puisque effectivement de ce point de vue-là, on ne peut pas effacer ce qu'on a fait, que à partir de 2004, hein, c'est là que ça commence à devenir très dur, entre 2004 et 2020, on va dire, si on tient jusque-là, des gens auront maintenu comment dirais-je, le petit drapeau de la résistance, de la vérité, malgré tout. Et ça permettra, comme une graine, quoi, de faire en sorte que ça ensemence pour les générations, que ça crée aussi l'espoir. C'est-à-dire que les gens, nous, si on fait ce qu'on fait aujourd'hui, c'est parce que d'autres l'ont fait avant nous. Hein. C'est pour ça qu'il est très important que cette chaîne ne soit pas rompue. Voilà. Et de ce point de vue-là, nous avons déjà gagné. Voilà. C'est comme ça qu'on va finir. On a déjà gagné de ce point de vue-là. Voilà. Tous à la buvette. Hein, merci en tout cas, merci à vous. Bravo.